peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cause, mon autre émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. L'hôte du jour est un docteur qui a un parcours semé d'embûches comme nous allons le voir aujourd'hui. L'hôte du jour c'est Diane Aude. Salut Diane, comment vas-tu? Bonjour Audrey, ça va très bien, je te remercie de m'avoir invité. Ravi de te recevoir ici. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je suis docteur Diane Aude, autrice de Enfant, je me sens bien. C'est un livre, un témoignage qui reflète un petit peu mon parcours de médecin à diplôme hors Union européenne. Je suis médecin et je suis spécialiste en gériatrie. Bah justement, on est là pour ça, ce livre-là. Enfin, je me sens bien, comme tu l'as si bien dit. Donc, tu as commencé t'as commencé ta vie au Gabon et tu as commencé tes études de médecine au Gabon. Est-ce qu'on peut revenir sur les raisons qui t'ont poussé à devenir médecin? Oui, si tu me poses la question, effectivement, en fait, au départ, je pensais que j'aimais juste la médecine parce que, tu sais, quand on est enfant, on te demande qu'est-ce que tu veux être plus tard. Tu dis, je vais être docteur parce que tu vois les gens docteurs. C'est en écrivant le livre que finalement, en introspection, parce que c'était quand même un travail en profondeur, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait d'autres raisons qui ont fait en sorte que je choisis la médecine comme étant ma profession. J'ai perdu mes papas très tôt. Ma maman, elle est décédée, j'avais 2 ans, et mon papa un peu plus tard à 9 ans. Et au décès de mon papa, on n'était pas présents. En fait, ses enfants n'étaient pas présents. Et nous, quand on est venu nous annoncer le décès, à ce moment-là, j'avais 9 ans, j'entendais hospitalisation, hôpital, ainsi de suite. J'avais jamais été hospitalisée de ma vie, enfin, j'avais pas de souvenir. Et donc, je pense qu'inconsciemment, j'ai voulu sauver mes parents parce que je me suis rendu compte qu'ils sont partis très tôt. Et c'était pour moi une façon de leur rendre hommage. Voilà. Et j'ai décidé d'être médecin. Parce que tu dis que tu as voulu être médecin pour sauver des gens, sauver tes parents déjà. Pour sauver mes parents et pour continuer justement à soigner, en fait, soigner les personnes. À travers ces personnes-là, j'avais l'impression que je soulageais le fait que mes parents avaient été malades et qu'on n'avait pas pu les soigner. Voilà. Et on peut parler aussi, justement, tu as perdu tes parents très jeunes, mais ta grande sœur a fait office de maman pour toi. Ta sœur Exactement. Annette. Ouais. Annette, c'est le pilier de la famille, c'était l'aîné. Enfin, c'est l'aîné. Et donc, j'ai 2 frères aînés et une grande sœur. Donc, je suis la Benjamine. Annette, elle nous a toujours élevés. Elle a fait foi d'un courage indescriptible de pouvoir perdre ses parents à la vingtaine et d'assumer le rôle de responsable de famille pour ses jeunes frères et sœurs. On la salue là où elle est. Mm. Et donc, tu as voulu être médecin, donc tu as entamé les études de médecine. Vous pouvez revenir brièvement au niveau du Gabon. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, je ne vais pas dire que j'étais une bonne élève, mais je travaillais bien à l'école. Et puis, du coup, j'ai eu mon bac à Libreville. Et on a la chance d'avoir, à cette période-là, on avait une bourse, en fait, quand on avait le bac. Et moi, j'avais été orientée à la faculté de médecine de Libreville. Et donc, j'y suis allée, j'ai fait mes études et puis j'ai eu mon doctorat à Libreville en 2010. Tu as fait combien d'années d'études à peu près? Le cursus à Libreville, c'est 7 ans. 7 ans d'études. J'avais repris ma première année, donc on va dire 8 ans. D'accord. Et spécialisé en? Alors, parce qu'en fait, on passe le doctorat de médecine, donc on est médecin généraliste. Et ensuite, j'avais entamé ma spécialité de pédiatrie. J'avais eu mon probatoire et jusqu'en 2e année de pédiatrie, je suis restée à Libreville avant de venir m'installer en France.
Et il faut le dire, pendant tes études, t'as eu tes enfants. Oui. C'est une belle prouesse, hein, de fait d'avoir pu étudier, avoir des enfants, les élever et avoir réussi ses études. Est-ce que tu te félicites par rapport à ça aussi des fois? Aujourd'hui, j'en suis très fière. Honnêtement, j'en suis très fière d'avoir fait mes enfants très tôt parce que mon fils, je l'ai eu, j'avais 24 ans. J'étais en quatrième année de médecine. Ce n'était pas évident. J'étais la seule à être enceinte à la fac. J'étais la seule à être enceinte à la fac. Et Et comment donc, c'était tout le monde me connaissait, en comment fait. c'était perçu? Alors, au départ, j'avais beaucoup d'interrogations parce que j'avais peur de reprendre ma classe. Et la quatrième année, et les médecins qui m'écoutent pourront témoigner, c'est l'une des classes les plus difficiles dans le cursus de médecine. Parce que, en fait, c'est une classe de transition entre le premier cycle et le deuxième cycle. Mhm. Donc, c'est là où on apprend toutes les grandes pathologies difficiles. Et c'est vraiment un programme intense. Et c'est là que je décide d'être enceinte. C'était vraiment compliqué. Mais j'ai eu des profs formidables avec des aînés qui m'ont accompagnée. Et j'avais un groupe de travail, mes amis que je salue, qui me motivaient à travailler tous les jours. Mm. Mais c'était pas mal perçu le fait que tu sois enceinte étudiante par rapport à aux gens? Comment ils te regardaient? Pas de Euh, jugement? non, moi je regardais pas trop de jugement. Peut-être que non, non, pas du tout. Mais c'était sûrement, je me faisais sûrement, enfin, peut-être que les gens s'interrogeaient en se disant, est-ce qu'elle va y arriver? Mhm. Est-ce qu'elle va y arriver et comment elle va s'en sortir? Ça t'a donné une motivation supplémentaire, ça? C'est énorme, 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 parce qu'il y avait surtout cette peur de reprendre ma classe. Mhm, mhm, mhm. Mais cette peur m'a donné une motivation énorme que je ne l'ai pas reprise, même si je suis revenue à la deuxième session aux oraux. C'est pour dire que j'ai toute mon année allée jusqu'au bout, jusqu'à la fin, mais j'y suis arrivée. En fait, j'étais fière de moi. Bah, il y a de quoi. Ouais, j'étais fière C'est- de moi. Franchement, c'était une année difficile. Euh, ouais, quand je me remémore avec ta question, quand je me remémore là à l'instant, ouais, c'était compliqué. Bah, félicitations, parce que ouais, c'est pas évident. Comment t'as jonglé, en fait, entre ta vie d'étudiante et ta vie de maman? Alors, ce qui est bien, c'est qu'à Libreville, on a quand même la possibilité d'avoir des nièces, des tantes, des cousins qui peuvent venir aider à la maison. Mhm. Et moi, je me suis fait aider comme ça. Donc, du coup, je ne me suis pas occupée seule de mon enfant, comme ici, par exemple, où c'est très compliqué. On ne peut pas se permettre de faire une erreur pareille. Et en plus, on avait quand même les moyens financiers qui nous permettaient d'avoir une nounou. Et donc, j'avais une nounou qui venait quand j'allais à la fac, qui restait à la maison et gardait mon fils à ce moment-là. Très, très bien. Et est-ce que ta fille aussi, tu l'as pendant tes études? Oui, ma fille aussi. Je l'ai quand j'ai eu ma fille en sixième année, donc 2 ans après. Et comment maintenant tu gères deux enfants? Ça aussi par rapport aux nièces, etc., qui t'aident? Ouais, c'était exactement la même chose. Donc, et ils ont même eu presque la même nounou, hein, enfin, les deux. Les deux enfants. Moi, eu, j'ai toujours eu des liens relationnels assez proches avec les personnes qui me côtoient. Mhm. Donc, c'était de toute évidence que cette jeune fille qu'on avait adoptée comme étant un membre de notre famille, qui avait gardé ma fille aussi quand elle est née. Très, très bien. Donc, tu fais tes études, tu fais tes 7 ans. Tu es diplômé, docteur, félicitations. Merci. Euh, Tu te spécialises après? Oui, je veux être pédiatre. Ok. Je vais être pédiatre. Pourquoi spécifiquement pédiatre? Je vais être pédiatre et j'ai envie de travailler sur la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie euh, sur 75% à la limite des enfants en sauteraient de drépanocytaires en Afrique subsaharienne. Mhm. C'est très difficile et je me dis, Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît? alors la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire où les personnes drépanocytaires sont atteintes de ce qu'on appelle l'hémoglobine S. Mhm. Donc, l'hémoglobine S, c'est une falciformation. En fait, au lieu que l'hémoglobine soit rond, donc le sang a une forme ronde, au lieu que l'hémoglobine soit ronde, le globule rouge, pardon, soit rond, à ce moment-là, il va se falciformer, il va se former en forme de lune.
Donc, et c'est une anomalie chromosomique qui fait cela. Et très souvent, les enfants sont atteints de ce qu'on a parfois le syndrome thoracique, douleur thoracique, des crises vaso-occlusives, douleurs abdominales, des anémies chroniques, c'est des enfants qu'on transfuse encore et encore, des grosses complications, mais parfois ça va jusqu'au décès quand c'est pas bien traité. Et moi, j'avais été affectée en allant au stage de pédiatrie dans mon cursus, en voyant ces enfants-là souffrir. Je dis, oh, moi, je veux faire cette spécialité-là pour faire des recherches. Et à Libreville, on avait un grand professeur qui faisait déjà des recherches dessus. Et donc, du coup, c'était parmi les personnes qui étaient mes mentors, en fait, à la fac. Et c'était parmi mes directeurs de thèse. Qui t'a inspiré justement dans cette direction-là. Et donc, pédiatrie et drépanocytose, pardon. C'est ça, oui. Finalement, tu es resté qu'en pédiatrie? Oui, je suis restée pédiatre. Je suis restée avec la formation de pédiatrie jusqu'en deuxième année. En fait, il faut faire 5 ans pour être pédiatre. Sauf que moi, j'ai fait jusqu'à 2 ans. Je n'ai pas fini. Pourquoi? Parce qu'on avait décidé finalement de venir nous installer en France. Ok. Voilà. Et pourquoi? Parce que on a eu des difficultés au Gabon et puis on s'est dit, bon, on va venir s'installer en France en pensant que je pouvais continuer ma pédiatrie en France, que les choses étaient que étaient mieux. Et parce qu'on voyait à la télé qu'il y avait un manque de médecins, mon mari est français, et donc on s'est dit, on va s'installer en France. Mais est-ce que c'était une déception pour toi, le fait de ne pas pouvoir exercer la pédiatrie dans ton pays, sachant que tu as étudié dans ce pays-là, et tu t'es dit, je veux servir quelque part mon pays à travers mon métier? Déjà, c'est pas seulement que la pédiatrie, déjà c'est une déception pour moi de ne pas rester dans mon pays et pouvoir le servir en tant que médecin. Parce que c'était mon rêve, parce que c'était une décision personnelle. Et je l'affirme même sur ton micro, Audrey, qu'en fait, en quittant le Gabon, moi j'avais déjà mon cabinet de pédiatrie déjà construit en fait. Oh, ok. C'est-à-dire que quand je commence ma spécialité de pédiatrie, c'est un projet qui est écrit noir sur blanc, comment je vais faire quand je finis, ce que je vais faire, ainsi de suite, avec un projet de construction de cabinet. Et ce cabinet-là était au niveau de notre établissement, dans notre domicile, tout était aménagé pour. Et donc, quand on prend la décision de venir s'installer en France, c'était pas de gaieté de cœur, en fait. C'était vraiment avec beaucoup de contrariété et c'est bien dommage. Et est-ce que vous étiez beaucoup dans ce cas-là, au niveau du pays, de vouloir venir en France finalement parce que t'as pas eu concrètement ta chance Non, c'est pas. Moi, c'est vraiment particulier parce que à cette période-là, je suis en couple avec un Français qui a vécu près de 10 ans au Gabon. Il veut rentrer chez lui. En même temps, moi aussi, je suis en train d'attendre l'affectation de l'État gabonais. Ça fait 2 ans que j'attends l'affectation. Nous sommes en 2020, non, parce que je l'ai eu en 2010, mon doctorat. Donc jusqu'en 2012, j'attends l'affectation. Rien. Le Gabon n'affecte pas son docteur qui l'a construit, qui l'a éduqué, qui a payé la bourse. Et t'as su pourquoi? Non? Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que finalement, au bout de la 2e année, l'État affecte dans différents services, dans différents établissements sanitaires. Et je suis affectée au centre hospitalier universitaire de Libreville. Donc, c'est un grand centre hospitalier universitaire. Et à chaque médecin installé dans des établissements de santé, en interne, il y a une réorientation. Donc, on vous oriente dans différents services. Et j'attends ma réorientation. Je demande à rencontrer le fameux directeur d'établissement à ce moment-là, qui refuse de me rencontrer au départ. En fait, on fait ce qu'on appelle des prises de service. Voilà. Donc, j'attends ma prise de service pour que je complète dans mon dossier et que je dépose au ministère pour que je puisse avoir mon salaire, justement. La prise de service, premier mois, la prise de service n'est pas signée. Pas du tout. Je vais voir la secrétaire, je demande à rencontrer le directeur. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas capable de te dire pourquoi ce monsieur a refusé de signer ma prise de service. Parce qu'il fallait pas des appuis politiques.
Est-ce qu'il ne fallait pas des appuis politiques? Est-ce qu'il ne fallait pas autre chose? Je ne sais pas. Mais c'est dommage que le médecin à qui ils ont payé des études toutes ces années, ils n'ont pas voulu garder cette personne. Et c'est bien dommage. Mais est-ce que tes condisciples, ils exerçaient, eux? Il y a certains qui ont exercé. Et j'ai même envie de dire que de ma situation, on était deux qui n'avaient pas eu de prise de service. Et l'autre, ma collègue, elle avait quand même eu sa prise de service. Finalement, elle avait été signée et pas moi. Et pour la petite histoire, ça, je l'avais jamais dit dans aucun interview. Je vais quand même le dire ici aujourd'hui. La secrétaire de ce monsieur m'avait dit, Docteur Fléchet, vous savez, on n'a jamais vu ça ici. En 30 ans d'exercice dans cette direction, on n'a jamais vu qu'une prise de service refuse de se faire signer. Il y a quelque chose qui ne va pas, m'avait dit la secrétaire. Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, quoi? Pour l'interrogation. Donc, malheureusement, tu n'exerces pas au pays et tu viens en France. Tu viens pas à Paris, tu viens pas à Marseille, ni Bordeaux, tu vas à Blois. C'est ça, ouais. On décide d'aller à Blois parce qu'en fait, mon ex-mari et moi, on avait fait ce choix parce qu'on avait acheté une boîte en fait. Ok. C'était une réorientation professionnelle de sa part. On avait le choix entre Alençon et Blois. Alençon, c'est une boîte qui était financièrement pas stable au niveau clientèle. Et celle de Blois, avec l'avis de notre expert comptable, on avait trouvé que c'était une boîte qui avait un bon suivi. Et on avait donc choisi Blois. Mais c'était une ville qu'on ne connaissait pas du tout auparavant. On avait bien aimé les châteaux, on avait regardé un petit peu. Et donc, on avait choisi Blois. Et voilà, c'était vraiment un choix d'orientation professionnelle, en fait, par rapport à mon ex-mari qui voulait aussi se réorienter puisqu'il ne faisait plus la même chose qu'il faisait au Gabon. Et ton ex-mari vient de quelle ville? Il est du Mans, lui. Ok. Donc, il ne connaissait pas Blois, toi non plus? Moi non plus. Découverte. Découverte totale. Pour les enfants enfin, aussi. Pour vous quatre. Pour les enfants aussi. D'accord. Donc, tu viens en France, à Blois. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es médecin au Gabon, tu n'exerces pas, mais tu dis je vais exercer en France. Je suis médecin au Gabon, j'exerce, mais je ne suis pas en poste d'affectation. Donc, je fais des stages en formation de pédiatrie et je fais des gardes, ainsi de suite. Ce sont ces gardes-là en fait, on me payait les gardes, mais on ne me payait pas mon salaire. Et donc, quand j'arrive au Gabon, en France, pardon, c'est presque un choc parce que je venais en France souvent passer quelques vacances au ski l'été, mais j'avoue que s'installer, c'est différent. Oui. C'est pas la même chose. Quand on vient habiter et quand on vient passer 2 semaines, 1 mois, c'est pas la même chose. Donc, c'était quand même un choc. On arrive en mai, il fait un peu frais. Nous, on sort de 40 degrés à l'ombre quand même. C'est des petits hauts, voilà. Donc, il faut apprendre à s'habiller. Déjà, c'était un peu compliqué. Et puis, donc, j'apprends à m'acclimater déjà de l'environnement. Et c'est à ce moment que j'apprends aussi qu'il va falloir faire un parcours pour pouvoir travailler en tant que médecin. Comment tu l'apprends ça? On te le dit? On me le dit. Je regarde sur Internet. Je savais qu'il fallait aller sur un site qu'on appelle le CNG, Centre national de gestion. C'est ce site-là qui gère tous les médecins en France. Donc, information sur ce site. On me dit il va falloir passer un concours pour pouvoir accéder à la procédure d'autorisation d'exercice. Parce que la procédure d'autorisation d'exercer la médecine en France, c'est plusieurs étapes. Mais la toute première étape, c'est d'abord de passer le concours. Et c'est à partir de ce concours-là, lorsqu'on est lauréat, qu'on intègre la procédure d'autorisation. Donc, tu passes un concours pour intégrer un truc qui te permet d'essayer de... Ouf! Voilà. Parce que ils estiment que c'est un diplôme hors Union européenne, c'est comme ça qu'ils appellent ça gentiment, et que c'est un diplôme qu'il faut évaluer les connaissances. Voilà. Épreuve de vérification des connaissances. Mais est-ce que tu penses qu'un médecin qui vient de Cuba, on lui poserait la même question?
Ah ben, ils disent qu'effectivement, tant que le diplôme est hors de l'Union européenne, ces personnes-là, toutes ces personnes-là qui ont eu des diplômes en dehors de l'Union européenne, sont obligées de passer ce concours-là, oui. Donc, Syriens, Arméniens, Cubains, Américains, entre guillemets, parce que je ne sais pas si Ah, un je suis pas Américain, sûr, moi non hein. plus, Ah, je suis pas je sûr, ne hein. sais pas si un Bah, Américain... tu dis hors Union Européenne, j'ai envie de te poser une question. oui, Les Anglais? ouais. Alors, c'est vrai que les Anglais ne sont plus dans l'Union européenne, mais je ne sais pas. On n'en a pas eu. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut revoir au niveau de... Non, je ne sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je pose la question parce que si c'est hors Union Européenne, les Anglais ne sont pas dans l'Union Européenne. Donc, tu passes, enfin, tu envisages ce qu'on appelle des EVC. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, les EVC, ce sont les épreuves de vérification de connaissances. Mhm. C'est un concours Ok. que tous les médecins à parcours étranger passent pour pouvoir intégrer la procédure. Donc, en fait, quand on va passer les EVC, c'est un concours qui se déroule à Rungis. C'est une grande salle, Oui. peut-être 300-400 personnes en fonction des spécialités. Moi, je m'étais inscrite les 2 premières fois en spécialité de médecine générale. Et ce concours-là, il y a ce qu'on appelle les évaluations de connaissances. Donc, c'est des questions sur les cours. Et puis, il y a l'autre exercice sur les cas cliniques. Il y a un quota, il faut le dire. Chaque C'est année, c'est- c'est dit ça ou c'est insidieux? c'est insidieux. Ok. C'est insidieux. Et, mais ce qui est dit, c'est le nombre de postes par spécialité. C'est-à-dire, quand on va sur le site, mais c'est pas dit officiellement, hein, c'est pas écrit noir sur blanc. Parfois, ils disent, cette année, on a besoin, par exemple, de 80 médecins généralistes. Mhm. Et donc, ce sera 80 personnes qui seront admises, quel que soit le nombre que vous êtes. Si vous êtes 400, on n'en prendra que 80. Et les 80 qui seront pris, ce seront les 80 premières bonnes notes. Et si la dernière première bonne note est à 17, eh bien, vous ne serez pas pris même si vous avez 17 de moyenne. On ne prendra que 80. Malheureusement, c'est cela, c'est un concours. Donc, ça m'a beaucoup peiné parce que je savais que j'étais à la hauteur, mais que je n'étais pas souvent prise. Mm, 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 mm. Mais tu dis dans ton livre, parce que tu penses aux EVC, mais il y a quelqu'un qui te dit, ça va être compliqué. Oui, tout à fait. C'est un ami de la fac aussi, qui, je pense qu'il savait déjà, lui, parce qu'il était venu plusieurs fois et il était en formation de médecine d'urgence. Mhm. Donc, il me dit, attention Diane, c'est compliqué, les EVC, peut-être que tu feras mieux des stages, parce que comme tu viens d'arriver, tu ne sais pas encore comment ça se passe, le système. Essaye quand même de faire les stages, comme ça tu vas découvrir en hôpital et tout ça, comment ça se passe. Ouais, il me l'avait dit. Mais je ne l'avais pas écouté. J'étais tellement sûre de moi. Après est-ce un défaut? Non, il faut. Parce que imagine, t'es sûr de toi, tu réussis. Tu Ouais. dis, bah, au final, oui, c'était dur, mais j'ai réussi. Donc, quelque part, c'était ton cheminement, je pense. Ouais, c'est ça. C'était mon Après, ça fait cheminement. partie de ta personnalité aussi. Ouais, oui, il me l'avait dit. Il y avait cet ami-là. Il y avait aussi un autre ami, un oncle d'une collègue Mhm. qui, lui, il était ici en région parisienne, mais qui n'est plus là parce que lui, il a pas eu la chance d'avoir un poste. Il est reparti à Libreville. Lui aussi me l'avait dit. Mais non, moi, j'étais la tête dans le guidon. Il fallait absolument que je passe mes EVC et que je les ai. Et tu n'obtiens pas les EVC. Et qu'est-ce qui se passe après derrière? Les stages? Voilà, je passe les stages. Donc, je fais des demandes de stages dans différents services, plusieurs services. J'avais eu des réponses positives en fonction de mon CV. Et puis, mais je le note quand même parce qu'on est en podcast et c'est bien que les gens y sachent. Donc, je reçois un mail et je reçois un mail qui me dit à peu près les mêmes mots. Nous avons bien reçu le mail que vous nous avez envoyé, mais compte tenu du fait que votre diplôme est d'Afrique, nous vous conseillons de vous orienter dans le secteur paramédical. Vous pouvez faire infirmière ou être soignante. Quand je reçois ce mail-là, je suis complètement fracassée. Le moral, il est zéro. Je me dis, c'est pas vrai.
comment peut-on me dire que je peux aller faire infirmière ou être soignante? Parce que quand je reçois ce mail-là, en fait, euh, je ne connaissais pas encore bien le système médical en France. Donc, mais je suis choquée quand même qu'on puisse dire à un médecin d'aller faire autre chose. Ben, il y a de quoi. Mais en fait, avec le temps, Audrey, je me rends compte que j'ai des collègues qui ont fait ça. C'est après, c'est au bout des années après que je me dis, donc des collègues qui me disent, ah ben tu sais Diane, moi j'ai fait 4 ans, j'étais infirmier, hein. Et puis je rencontre une autre qui me dit, mais attends Diane, tu sais moi, j'ai fait 5 ans, j'étais d'abord aide-soignante, ensuite j'ai fait 5 ans, j'étais infirmière, et après maintenant j'ai fait mon concours pour être médecin. J'ai dit quoi? Mais lorsqu'on m'envoie un mail comme ça, j'arrive à peine, je suis bouleversée. Mais il y en a beaucoup, hein. Oui, je suis bouleversée. Il y en a beaucoup qui se sont répercutés vers le paramédical, justement. Ouais. Et donc, c'est par la loi Stock, en fait, tous les 6 à 7 ans, ils font une loi qui permet d'intégrer les médecins qui ont déjà eu un poste en hôpital rémunéré, de pouvoir accéder à l'évaluation de leur dossier. Et en fonction de ce parcours-là, ces médecins pourront être intégrés dans la procédure d'autorisation d'exercice. Et c'est par ce biais que j'ai intégré, ils ont vu mon dossier. J'ai d'abord été reçue par l'Agence régionale de santé. Mhm. Donc, mon dossier a été validé dès le premier coup. Et ensuite, il a été envoyé au CNG. J'ai donc été convoquée. C'était un entretien par vision. On était en plein Covid à ce moment-là. Et puis, il a été validé aussi d'un coup. Et donc, j'ai automatiquement été intégrée dans le système et je me suis inscrite à l'ordre. Je le dis parce que justement, d'autres médecins qui ont eu le même parcours par la loi Stock n'ont pas forcément été validés d'un coup parce qu'on leur demandait d'aller encore refaire ce qu'on appelle le parcours de consolidation. Mhm. C'est-à-dire que même si tu as déjà fait les 10 ans là, ou 20 ans, ou 15 ans, ou 12 ans, quel que soit le temps que tu as fait, on te demande encore d'aller faire 6 mois en pédiatrie, 1 an en gynécologie, 3 ans en gériatrie, en fait. Pour eux, si dans ton dossier, les éléments que tu as envoyés et qu'ils estiment qu'il faut que tu fasses certains services, eh bien, ils te renvoient. Et il y en Et a comme ça, justement. donc, tu as galéré. J'ai galéré. Tu as galéré, tu as fait beaucoup de stages. Dedans, en plus, il y a des moments où je pense que tu ne te sentais pas considéré. La place du doute chez toi à ce moment-là. Alors, j'ai beaucoup douté. J'ai beaucoup douté, surtout pendant les résultats des EVC. Parce que pour moi, les EVC, c'était la jauge. C'est ce que je me disais avant, mais aujourd'hui, je ne le pense plus, hein. À cette période-là, je pensais que les EVC, c'était la jauge qui permettait de valider les compétences du médecin. Mhm. Donc, lorsque tu ne les avais pas, j'ai pensé que tu n'étais pas bon, en fait. Tu n'étais pas un bon médecin parce que tu n'avais pas réussi tes EVC. C'est ce que je pensais avant. Et donc, du coup, ça me faisait douter. Je doutais de mes compétences, je doutais de mes choix. Je disais, mais pourquoi je suis venue finalement? Parce que je n'arrive pas à avoir les EVC. Donc, est-ce que je remettais parfois même en cause la formation médicale que j'avais eue à Libreville en disant, est-ce qu'ils nous font les bons cours, quoi? Est-ce qu'on est à la hauteur? Mais je peux t'affirmer aujourd'hui que ma fac de médecine, j'en suis tellement fière. Je peux le dire que la faculté de médecine de Libreville est une faculté de médecine de renom et qui sort des bons médecins. Et moi, j'en suis... Sinon, je ne réussirais pas en France. Bah, la formation gabonaise ressemble quand même à la formation française. Exactement, exactement. La formation gabonaise et j'ai envie de dire calquée sur le système médical français. Et moi, mon directeur de thèse, à moi soutenance, c'était un doyen de la faculté de médecine de Tours. Donc, c'est tout ça qui me révoltait. Pourquoi vous les faites venir chez nous à nos soutenances de doctorat pour qu'ils viennent nous dire que nos doctorats ne sont pas validés chez eux? C'est vrai, très bonne question. Mais dans tes différents stages, pour arriver justement à
cette concrétisation, le fait qu'on t'autorise à exercer en tant que médecin en France, en gériatrie, on va y revenir. Est-ce que tu t'es senti rabaissé et est-ce que tu as eu à un moment donné le syndrome de l'imposteur? Ah, ce syndrome de l'imposteur, où parfois on a l'impression qu'on n'est pas à notre place. Mhm. Ouais, si, je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, je pense comme ça, quand j'étais aux urgences, service des urgences, je me rappelle, il y avait des... Enfin, moi, j'ai pas eu ça directement, mais je sais que j'ai une collègue à qui un patient avait refusé qu'elle examine. Et puis, il y a aussi des moments où des collègues te font presque savoir qu'en fait, tu es le médecin inférieur. Mais heureusement qu'à un moment donné, avec les formations, les diplômes d'université que j'ai eus, j'ai appris à m'affirmer, à me répéter qu'en fait, non, Diane, tu es médecin. Tu es médecin et tu as eu le doctorat, alors prends ta place, prends ta place. Voilà, ça m'a énormément aidé à, à avoir cette reconnaissance-là qu'en fait, ne t'inquiète pas, quoi. Tu mérites, si tu es là, c'est que tu le mérites. C'est pas par hasard, en fait. Mhm. C'est quelque chose que je me répétais pour m'en rendre compte, parce que c'est compliqué, hein. Bah, j'imagine, ouais. Je peux te le dire, hein, c'est compliqué. Quand tu arrives d'ailleurs, je sais pas, les gens, ils s'en rendent pas compte, hein, mais revenir de là où j'étais, de Libreville, avec nos conditions de travail difficiles, et puis arriver ici, puis les gens, ils te regardent comme ça, ils te prennent de haut, et puis tu as envie de disparaître, parce que tu te dis, mais si me regarde comme ça, c'est que je suis rien, en fait. Ouais. Et, et justement, au niveau de ta santé mentale, Ben, c'est justement ça, ça. Si tu n'es pas fort mentalement, ça te brise. Ça te brise parce que à ce moment-là, une faiblesse d'affirmation de soi. Tu as du mal à t'affirmer, justement parce que tu as le syndrome de l'imposteur, tu ne sais pas que tu mérites cette place-là, et donc tu ne t'affirmes pas. Et donc tu n'as pas confiance en toi, et c'est des défis. Je suis sûre que beaucoup des collègues médecins comprennent ce que je suis en train de dire, et c'est un état d'esprit où émotionnellement, tu es toujours dans l'angoisse en fait. Tu es anxieux, tu es stressé parce que tu as envie de bien faire et tu as peur de mal faire. Tu as peur de mal faire pour ne pas te faire mal juger par les autres. mhm, Pour ne pas te faire mal juger. Et quand tu es comme ça, sous tension tout le temps, mais tu dors pas. Tu dors pas la nuit, tu rumines. Il y a aussi cette peur-là de qu'en dira-t-on. Pas forcément que les médecins ou les autres collègues avec qui tu es à l'hôpital, mais de là où tu viens. mhm, 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 mhm. Voilà, de là où tu viens. Il y a un moment où je me suis questionnée en me disant ah, mais si je n'arrive pas à travailler comme médecin en France, que dira ma famille? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ben, on va se moquer de moi. Que ben, tu as fait toutes tes études, tu as dit que tu allais en France, mais non, tu n'es même pas médecin. Parce que moi, je savais rien faire d'autre. J'avais fait que la médecine toute ma Tu vie. penses qu'ils allaient dire ça? Ben, je suis arrivée à le penser quand même. Je sais pas s'ils auraient pu le dire, mais tu sais, les gens sont pas forcément gentils avec les autres, hein. Mhm. Mais je suis arrivée à le penser. Oui, je l'ai Ah, donc pensé tu étais vraiment dans un doute total, quoi. complètement. Complètement. Et peut-être que c'est ça qui me donnait justement la force. Parce que je me disais, non, si on me dit ça, mais jamais. Jamais je ne laisserai personne ne me le dire. Et le fait que je dise, je ne laisserai personne me dire ça, ça me permettait de travailler davantage et de dire, moi, je serai. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Mais de toute façon, je suis sûre d'une chose, c'est que moi, je vais y arriver. Donc tu t'es senti obligé de faire plus que tout le monde pour affirmer que tu étais un médecin légitime. Voilà. Je me suis... Et c'est un sentiment général pour tous les médecins étrangers. C'est général ce que tu dis, Audrey. C'est pas que moi, en fait. Mes collègues, de toutes les histoires que j'ai partagées avec les collègues, la conclusion, c'est celle-là. On se sent presque obligé de s'affirmer pour se sentir légitime en France. Mhm. Tu dis dans ton livre à un moment donné, le racisme dans le milieu hospitalier est l'une des causes des déserts médicaux en France. L'intérim est très élevé chez les médecins africains car ils souffrent de racisme.
Est-ce que tu peux... Oui, je le pense encore là maintenant. Ok. Parce que, parce que moi, je l'ai subi, je l'écris d'abord par rapport à moi, pas forcément par rapport aux autres, hein. Je l'écris d'abord par rapport à moi parce que j'ai l'impression, je ne sais pas si c'était par naïveté, personnellement, j'ai l'impression que je n'avais pas pensé que j'aurais pu vivre des actes de racisme. Voilà. Alors, est-ce que c'est peut-être par naïveté ou parce que j'avais déjà un conjoint français et que mes enfants sont métis ou que je vis dans la lune? Je ne sais pas. Mais c'est après avoir vécu euh, autant d'harcèlement dans mon service avec des collègues paramédicaux avec qui je n'avais personnellement aucun jugement, aucun problème. C'est là que je me suis posé la question. Que quel était le véritable problème de ces femmes-là? Mhm. Parce que j'affirme bien que c'était des femmes en général. Quel était leur principal problème? Et puis au finish, dans ce même service, parce que c'est contextuel ce qui est écrit, dans ce même service, une personne m'a dit, écoute, docteur Fléché, le problème n'est nulle part ailleurs que ça. Et lorsqu'elle me l'a dit, je le savais déjà, mais je refusais de le penser. Et lorsqu'elle me l'a dit, c'était juste un point sur le i. Alors là, j'ai dit, d'accord. Donc c'est vrai, parce que les collègues avaient aussi subi déjà ce type d'harcèlement et d'actes de rejet et de racisme. Et là, j'ai dit, ok. Mais en fait, ils t'ont voulu parce que tu étais noir ou ils t'ont voulu parce que tu étais un médecin noir? Et je pense qu'ils m'en voulaient parce que j'étais un médecin femme noire. Ok. Parce que, après, les femmes, En plus, femme noire qui vient d'Afrique, faut qui bien vient préciser. d'Afrique, voilà, qui vient d'Afrique et qui a un parcours de médecin à diplôme étranger. Hmm. Parce que tu peux venir d'Afrique et venir faire tes études, Oui, tu c'est vrai, vois. c'est Donc, vrai. tu as eu ta formation Mhm. ici. Ça allège. Donc, elle connaît un peu comme nous on fait. Donc, elle revient d'Afrique, elle n'a même pas fait ses études ici. Et on raconte que les médecins qui reviennent d'Afrique ne sont pas compétents. Donc, quand tu arrives noir, que tu as eu ton diplôme de doctorat en Afrique, ça veut dire que tu es noir, tu es incompétent. Et donc, on te prend de haut. Et on peut te le faire savoir par les actes, pas forcément par les mots. Mais il y a certains qui vont jusqu'aux mots. Voilà. Il y a des personnes qui le supportent, médecins africains, d'autres non. Mais comment... Qu'est-ce qui fait que t'as pas craqué en fait? Ça, c'est Non mais la parce que question. non mais parce que là si on récapitule, euh, t'es venu en France. On répète, t'es venu en France. Enfin, non, on va commencer. Gabon, tu étudies pendant 7 ans. Tu n'exerces pas. Tu viens en France, tu ne parviens pas à avoir les EVC. Tu exerces en tant que stage. Il y a des stages non rémunérés. T'es une femme, t'es une maman, t'as 2 enfants. Il n'y a pas d'argent qui rentre. Au niveau du couple, forcément, il y a des regards sur toi. Tu continues dans ta voie. Ensuite, tu continues les stages. Il y a à peu près 8 expériences, si je résume bien, pour au final obtenir gain de cause. Mais là vraiment, on va vite. Hein. Alors que ça a pris 10 ans. Comment t'as fait pour pas craquer? Je sais pas. Quelle est cette force mentale qui a fait que? Est-ce que c'est la foi? La foi. J'ai pas craqué parce que Ou le fait d'avoir pensé à tes parents aussi? il y a plusieurs choses. C'est multifactoriel, on Oui, va dire. allons-y. C'est multifactoriel, mais la principale chose qui sort du lot, c'est la foi. Mhm. C'est la foi en soi. La foi en soi, c'est très important parce que je l'ai dit tout à l'heure, je savais que j'allais arriver, mais je ne savais pas comment. Parce que j'avais les mains liées lorsque je n'avais pas réussi mes EVC. C'est là où j'avais dit, mais je ne pourrais jamais.
Et quand je disais je pourrais jamais travailler en France, il y avait encore une autre voix qui me disait, mais si, 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 tu vas y arriver, tu viens de le dire. Et donc j'avais tellement foi en moi que je ne baissais pas les bras. Donc la foi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée. Et je suis quelqu'un d'assez spirituel, hein, je ne vais pas le mentir. Mhm. Et, euh, et de cette éducation de spiritualité et de chrétienté que j'ai eue depuis mon enfance, ça m'a énormément aidée. Mon papa était pasteur, on a vécu toujours là, dans cette vie ecclésiastique. Et quand je peinais, quand je me retrouvais dans un mal-être total, le seul réconfort que j'avais, c'était de retourner à ma source interne pour comprendre ce qui m'arrivait. Et c'est que là-bas que je puisais ma force. Donc, la prière et la foi, la méditation, c'est des choses qui m'ont énormément accompagnée. Et puis la famille aussi. C'est des périodes que j'ai traversées avec ma famille. Vraiment, les mots, les encouragements, on ne peut pas réussir tout seul. On ne peut pas On réussir n'est tout jamais seul. seul de toute façon. Voilà, c'est pas possible. Une réussite, il y en a qui disent j'ai tout fait seul. Moi, Non. non, je peux pas tout faire seul, c'est pas possible. Donc, ouais, j'ai été accompagnée. J'ai été accompagnée. J'ai eu la chance de rencontrer aussi des bonnes personnes tout le long de mon parcours qui m'ont tendu la main. Et ouais, c'est ça, globalement. Mais Diane, tu parles de foi en toi, ta famille. Mais je suis obligé de revenir là-dessus. Comment on se sent quand ton propre conjoint n'a plus foi en toi? Hmm, bonne question. On se sent abandonné. On se sent abandonné parce qu'il faut dire que quand on fait le choix de venir nous installer en France, c'est une décision de couple. Mhm. Et une décision de couple, c'est assumer les conséquences qui se suivent au décours de cette décision-là. Et donc, quand on arrive à une situation où le conjoint te dit ne pars pas à cet entretien, tu sais bien que c'est loin, tu nous perds le carburant, bah, tu vois que tu te dis, est-ce qu'il comprend vraiment que c'est difficile et que j'ai envie d'exercer mon métier et que je n'ai rien d'autre à faire? Et quand le conjoint te dit, mais tu n'as qu'à réussir les EVC, on va avoir un deuxième salaire dans la maison, ce sera moins difficile. Tu te reposes la question, est-ce que tu avais fait le bon choix du conjoint, quoi? Donc, c'est très difficile. On se sent abandonné, on ne se sent pas écouté. Et puis, à la limite, on se demande si on est aimé, finalement. On se demande si on est aimé. On se demande si toutes ces années passées avec cette personne, on était vraiment avec cette même personne-là ou qu'on doute sur la personne avec qui on a traversé toutes ces Mhm. années. Et c'est triste, hein. C'est beaucoup de tristesse. Ben c'est ça qui a affaibli. Il y avait des moments de faiblesse où j'ai beaucoup douté. Et ça faisait partie des doutes et des choix que je me disais, voilà, je me questionnais. C'est pour ça que je demande comment ça se fait que t'as pas craqué. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que ouais, ça fait partie des épreuves en fait. Ouais, exactement. Et des épreuves les plus difficiles, parce que même Exactement. l'EVC, c'est très léger. Parce que l'EVC, c'est léger, parce que voilà, après la loi Stock est arrivée. Mais un conjoint avec qui tu partages ta vie, ainsi de suite, oui, oui, très, très difficile. Ouais. Ah, Donc, t'as réussi, déjà félicitations. Merci. Après une grosse abnégation, grosse patience. Et bah là, justement, c'est chute de réflexion. Euh, Est-ce que c'est normal de galérer autant pour exercer son métier? Moi, je ne trouve pas que c'est normal. Je ne trouve pas que c'est normal d'avoir un parcours aussi long et difficile. Alors, ça peut être un sujet de débat, hein. Ça peut être un sujet de débat parce que euh, il y a certains qui me diront, ben oui, tu n'aurais pas dû rester en stage pendant tous ces mois sans être payé. Il y a d'autres qui diraient, oui, mais tu aurais pu avoir tes EVC dès le premier coup. En fait, voilà. Euh, mais en tout état de cause, c'est pas normal. C'est pas normal que je sois en stage dans un hôpital
et que je demande à avoir un poste en tant que faisant fonction d'interne, moi, on me le refuse et quelqu'un d'autre, on le prend. On me dit non, mais vous n'avez pas réussi vos EVC. Et l'autre personne n'a pas également les EVC, mais cette personne est prise. Alors, j'ai envie de me dire, est-ce que c'est moi qui avais le problème ou j'ai justement été victime d'une injustice? Il faut dire les choses. Voilà. Non, c'est un parcours assez long. Mais j'ai envie de te dire, Audrey, qu'il y a des personnes qui ont fait peut-être 2 ans juste de parcours en arrivant. Cette personne-là a la chance de trouver une loi. Il y en a qui sont arrivés au moment où la loi Stock venait d'être faite. Ils ont juste passé 2 ans dans un hôpital. Ils ont déposé leur dossier et leur dossier est agréé et ils travaillent. Ah, tu penses que le timing n'était pas forcément le bon pour toi? Je me dis que peut-être que le timing n'a pas joué pour moi, mais donc pourquoi? Je ne sais pas. C'est le destin. C'est ça. Je me le suis dit. Et je ne sais pas si c'était pour me réconforter, parce que j'étais beaucoup en colère. Hein. C'était beaucoup de colère, beaucoup de moments de sanglots. Et puis je me suis dit, mais c'est pas normal. Enfin, je m'adressais à l'univers à ce moment-là. Je lui disais, non, non, c'est pas normal que tu me fasses subir ça. Enfin, dis-moi une bonne fois, ne fais pas ci. Et puis, dirige-moi à l'endroit où tu sais que les choses vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus apaisées. Et avec le recul. Avec le recul, par exemple, sur le plan familial, de là où je viens, pas ma famille constituée, mais de là où je viens, de ma famille du Gabon, euh, il y avait beaucoup de choses à travailler. Voilà, je vais dire ça comme ça. Il y avait beaucoup de choses à travailler. Et puis, j'étais très jeune. Je vais dire, j'ai fait mes études quand même assez jeune. Tu vois, j'ai construit une famille très, très jeune. Oui. J'aurais pu attendre, hein, mais bon, moi, je suis allée un peu vite. J'ai eu les enfants très, très jeunes. Donc, peut-être qu'il m'a fallu peut-être avoir beaucoup plus de maturité. Ou peut-être que j'étais pas très bien accompagnée aussi. Ça, il faut le dire. C'est Et, ça qui a peut-être valu autant de temps. et avec le recul, est-ce que tu te dis que le jeu, il en valait la chandelle finalement? Ah bah oui, ça, il fallait. Je me pose même la question, effectivement, dans le livre. Cela en valait la peine. Ouais, cela en valait la peine. Ouais, le jeu en valait la chandelle. Ah, mais il y a des choses que j'aurais bien voulu changer quand même. Comme? Ah bah oui, tu me tends la perche. Oh, j'aurais pas voulu vivre cette histoire personnelle de relation de couple de cette façon. Hum, hum, hum. J'aurais voulu l'améliorer. Je- Et est-ce qu'on peut dire que Diane a un bac plus 17? Presque. Je le dis moi-même maintenant. Je le dis, merci de me le dire. Ah oui, je le dis. Je le dis, je dis, mais faut arrêter. Hein. Moi, j'ai le bac plus. Tu imagines toutes ces années d'études? Oui, oui, ouais, il faut qu'on le dise, Audrey. Il faut plus qu'on arrête de se cacher et de vouloir jouer les humbles. C'est même pas une histoire d'orgueil ou d'arrogance. Non, c'est la réalité. Voilà, très bien, c'est la réalité. Et, de se dire à la place où on est, en fait. Enfin, je me sens bien. Donc, là, maintenant, tu te sens bien par Ouais. rapport à tout ce parcours. Donc, j'ai compris la relation par rapport au titre. Mais tu t'inscris aujourd'hui dans un combat par rapport à tes semblables. Ouais. Enfin, je me sens bien. J'ai pu libérer la parole C'est ça. parce que je suis quand même une personne assez réservée pour mes proches. Ils savent que je suis pas très bavarde, très expressive. Donc là, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, Diane, elle a osé parler de sa vie personnelle, intime, dans un livre. On la reconnaît pas. Mais c'était une thérapie. C'était une thérapie pour moi, c'était important parce qu'il y en avait trop au fond de moi et je risquais d'être malade si je ne disais pas. Donc voilà, enfin, je me sens bien, j'ai tout libéré, je suis libre, je me sens légère, voilà, à ma place. Mais vraiment, je l'affirme. Et c'est pour ça que, avec du recul, quand je réalise qu'en fait, en arrivant en France, je n'avais pas eu les informations nécessaires pour pouvoir avoir un parcours moins long que celui-là, je me dis,
c'est peut-être aussi bien d'informer à ce moment-là les autres, les consoeurs et les confrères qui arrivent. Et donc voilà, je me mets dans cette optique-là. Je travaille avec une association, mon association, qui, euh, Qui s'appelle? qui s'appelle, j'ai gardé mon nom, Dr Diane Aude. Ok. Et j'ai une page LinkedIn Mhm. dans laquelle je fais des posts d'information et j'accompagne également dans la préparation des EVC avec toute une équipe, dans la préparation des démarches administratives également, et puis la préparation d'installation pour les nouvelles familles qui arrivent en Europe, ainsi de suite. Vraiment dans le but d'alléger les personnes quand ils arrivent. Ce que je n'ai pas eu en fait, je vais l'offrir aux autres. Et t'as fait 10 ans pour la reconnaissance. Là, tu parles de si tu savais qu'il y avait, que t'aurais pu faire moins de temps. Tu penses que t'aurais pu faire combien de temps de stage, etc. Concrètement. Concrètement, alors moi j'ai fait, par exemple, c'était pas obligé, j'ai envie de dire, hein, je sais pas Mhm. si je peux le formuler comme ça, de passer quand même presque un an et demi aller en stage sans être payé. Mhm. Donc j'aurais peut-être dû me dire bon je fais moins et puis je fais autre chose. Mais je me le suis pas dit. J'ai continué. Pourtant je voyais bien que ces personnes ne voulaient pas me prendre en poste rémunéré, tu vois. Donc ça m'aurait déjà quand même facilité les choses. Mais en ce qui concerne la durée par rapport au passage des EVC par exemple, cette durée-là, je ne peux pas la réduire parce que les EVC, c'est une fois par année. Ça se Mhm. passe tout le mois d'octobre, les mois d'octobre ou de novembre, début novembre. Et les résultats se font souvent en décembre. Donc là, la semaine prochaine, ça va être la semaine des résultats. C'est souvent un petit peu avant Noël Mhm. ou en début de mois de janvier quand ils sont en retard. C'est vraiment en fonction des spécialités. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup peiné parce que quand à la veille de Noël, tu reçois un résultat d'échec et que tu passes Noël le lendemain, c'est Ah que ouais. des larmes. C'est que des larmes. Mais les médecins qui ont vécu ça peuvent comprendre ce que je dis, hein. Mhm, mhm, Ouais. mhm. J'ai aussi une question. T'exerces aujourd'hui en tant que médecin gériatre, Oui. mais au Gabon, t'étais pédiatre. Comment ça se fait que t'es pas pédiatre en France? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure parce qu'en fait, quand je suis arrivée, eh bien, ma spécialité n'a pas été validée parce que je ne l'avais pas finie encore au Gabon. Ok. Donc, je m'étais arrêtée en deuxième année au Gabon et du coup, normalement, je devais continuer ici. Mais ça n'avait pas été accepté. Mhm, 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 mhm. Et donc, du coup, je suis restée en tant que médecin généraliste. Et c'est en cours de stage de gériatrie dans un service de gériatrie que j'avais rencontré un monsieur qui m'avait proposé cette spécialité-là que j'avais appréciée parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout au Gabon. Mhm. Et donc, j'ai passé le probatoire à la fac de médecine de Tours. Et c'est là-bas que j'ai fait ma formation de gériatrie. Très très bien. Et Diane, donc t'as sorti ce livre-là, Libération de la parole. Quels sont les retours que tu as par rapport à ce livre-là? Honnêtement, André, c'est que des bons retours. J'en suis moi-même subjuguée, agréablement, hein, d'avoir des personnes qui ne me connaissent pas et qui m'écrivent. Je reçois des courriers qui m'écrivent parce que justement, comme je disais, que j'avais une page LinkedIn à travers laquelle j'accompagne des personnes, ainsi de suite, et je fais des posts d'information pour des médecins avec des parcours étrangers. Et je suis rassurée, en fait. Mhm. Je suis rassurée que ce livre ait autant d'impact et je souhaite, mais vraiment, que ça passe au-delà des frontières européennes, voilà, que ça soit de plus en plus vulgarisé, même africaine, pour que les collègues africains puissent comprendre ce qui se passe avant de prendre une décision à la hâte. Et mon livre, ce n'est pas que pour les médecins, j'ai envie de le dire. Mon livre, c'est vraiment pour toute personne qui traverse une épreuve et qui est dans la tourmente et qui réfléchit sur qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu, avec toutes ces difficultés. C'est là
que le livre te tient la main pour te dire, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Parce que c'est vraiment des étapes vraiment, c'est un parcours avec différentes étapes que j'ai mis dans le livre pour amener aux personnes qui le lisent, en les inspirant, de pouvoir avoir de la force et de la persévérance, de la patience. Donc, c'est des très bons retours. Je suis contente et rassurée par mes lecteurs et mes lectrices que je salue. On les salue. Que je salue. Enfin, j'en fais partie. Hein. Je suis vraiment fière. Je suis fière de moi. Je ne m'attendais pas. Hein. Je ne m'attendais pas. Et voilà. Tu t'attendais pas à des bons retours comme ça? Je ne m'attendais pas à avoir autant d'engouement en si très peu de temps. Parce que nous sommes en décembre, aujourd'hui c'est le 21, le livre il est sorti le 5 octobre, et avec tout ce que je vis, je me dis waouh. Ouais, mais parce qu'en fait, comme je te le disais en off, le livre il est quand même dur à lire, mais il est salvateur. Parce que il est porteur d'espoir, et en même temps, on voit ce que tu traverses. Donc comme tu as dit, vie étudiante, vie personnelle, vie professionnelle, et finalement, tu aboutis à ton objectif. Donc, c'est forcément porteur d'espoir, tu vois. C'est ça, exactement. Et je pense que c'est la grosse moralité du livre, parce que lorsqu'on le lit dès le départ, ça donne l'entrain de vouloir savoir comment j'arrive à la fin. Même si, quand même, le sous-titre décrit les 10 ans pour aboutir à l'autorisation, mais on a envie de savoir comment, finalement, comment elle a fait. Comment elle a fait. Donc, c'est cet entrain-là que le livre emmène, et c'est vraiment ce parcours-là que j'avais envie de faire découvrir, en fait. C'est ça le but. C'était pas forcément de dire que ça y est, je l'ai eu, mais c'était de dire, le but était celui-là. Cheminement. Voilà. C'était de donner le cheminement, de combien de fois c'est dur, vous vous rendez compte, en fait. Parce que les médecins qui travaillent ici, qui ont fait leurs études ici, ne connaissent pas forcément le parcours que nous, les collègues qui arrivons, on a. Ils ne savent pas. Il y en a qui découvrent le parcours, qui disent « Quoi ?» T'as des collègues médecins qui t'ont dit waouh. Ouais. Des collègues médecins français qui ont fait leurs études ici, qui ont lu le livre, qui n'arrivent pas à comprendre ça. Et après, souvent, la phrase qui revient très souvent, c'est « Et en plus, on manque des médecins. » Ouais. Et en plus, on manque de médecins. Mais comment ça se fait? Mais on marche sur la tête, hein. Et en plus, on manque de médecins. C'est vraiment cette phrase-là que j'ai souvent. Je dis, ben bon. Et là, mais j'ai envie de dire, ça, c'est mon parcours que je décris, mais moi, j'ai des collègues qui ont vécu des choses beaucoup plus difficiles. Beaucoup plus difficiles. Et puis, il y en a d'autres qui sont très bien et qui ne connaissent même pas ça. Et pourtant, ils ont des parcours avec des diplômes hors Union européenne, mais qui sont venus à la bonne date, à la bonne heure, et qui se posent la question, ah bon, il y a ça aussi? Eh bien oui, il y a ça. Ah ouais. J'ai une très bonne amie qui comprend pas et qui n'a pas eu... Non, mais c'est difficile à comprendre, en fait. C'est difficile à comprendre parce que tu te dis... Oui, il peut y avoir des problèmes en Afrique, etc. Mais il y a des problèmes partout. Mais le truc, c'est que te dire, tu viens en France, tu as été formé à la française, certes dans un pays hors Union européenne, mais à la française quand même, et tu viens, tu galères comme ça, c'est quand même compliqué de comprendre et l'entendre, tu vois. Après, je veux dire, on peut également vouloir... proposer des formations aux personnes qui arrivent, parce que on n'a pas forcément les mêmes conditions de travail, il faut le dire. On n'a pas forcément le même niveau de technologie et on n'a pas forcément le même cadre de travail. Ça, je l'entends. Mais je suis quelqu'un d'assez authentique et intègre, mais j'ai du mal à entendre qu'on ne te dise pas que tu sois médecin, en fait. Ça, j'ai du mal à le concevoir. Mais oui, qu'on fasse évaluer les gens, mais de façon raisonnable. Ouais, juste. Voilà, c'est ça. Avec une considération. C'est ça. Moi, je suis d'accord. Avec une considération, mais ce n'est pas de faire travailler avec un salaire au rabais, par exemple. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas,
J'espère que tu es fier de toi et que tu peux te féliciter. Ah oui, oui, je me félicite. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et en parlant de tes enfants, est-ce qu'ils ont lu le livre? Alors, chacun a voulu avoir son livre. Au départ, j'en avais donné un. Et puis, ils m'ont dit non, non, il faut que chacun, moi, je veux le mien, moi aussi, je veux le mien. Et donc, du coup, j'en ai donné un à chacun. Ils m'ont pas encore donné de retour jusqu'à là. Ah. Je pense que ils ont besoin de temps. Et la famille? La famille se l'arrache. La famille se l'arrache. Je crois que c'est dur. Ah oui. Je crois que c'est dur. Tout le monde ne dit pas encore ce que c'est. Quand il est sorti, il faut que tu nous l'envoies parce que là, il est sorti au Gabon, à Libreville aussi. Et il faut que tu l'envoies, il faut que tu l'envoies. Mais je pense que c'est la pause là. Parce que je pense que c'est dur. C'est dur. Bah Ouais, je oui, pense c'est que dur. c'est dur. C'est dur. Ouais. C'est dur. Moi-même, c'est maintenant que je réalise combien de fois c'est dur, hein, Audrey. Mais parce que pour moi, il fallait juste le faire. Il n'y avait pas de raison. Je ne voulais pas réfléchir à autre chose. Il fallait que ça soit fait. Et après, je disais, après, je verrai. Parce que si je ne l'avais pas écrit, je pense que j'aurais pas été bien, mentalement. Ah, et là, tu l'as écrit, enfin, je me Enfin, sens bien. c'est ça. J'ai envie de dire, je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai envie de dire que tu sais, c'était pas le premier titre, hein. Ah ouais? Ah oui, oui, c'était pas le premier titre. Le premier titre, c'était Croyez en vous. C'est ce titre-là que j'ai toujours écrit de la première phrase à la dernière. Ça se tient. Ouais. C'était de la première phrase du livre à la dernière. C'est ce titre-là que j'ai toujours voulu avoir. Et puis, quand la maison d'édition me demande le titre, je leur donne le titre. Et puis ils me disent, est-ce que tu as regardé un petit peu partout pour voir s'il y a des livres qui sont sortis avec le même titre Si, et je tout? crois, ouais. Moi, je dis non, j'avais pas regardé, justement. Mais tu sais, chacun fait son boulot. Et donc, la maison d'édition avait regardé. Après, ils m'ont dit, ah Diane, Il y en a. il y en a partout. Bah oui. Ils m'ont dit, il y en a partout, il y Développement en a... personnel. Exactement. Ils disent, il y a le développement personnel, il y a plein de choses sur Croyez en vous, on en voit dans tous les genres. Bah oui. Après, elle me dit, non, est-ce que tu peux réfléchir encore sur un autre titre qui te vient dans les tripes? Je dis, mais je n'avais que lui et celui que je veux. Elle me dit, non, lui là, Croyez en vous, il y en a partout. Je dis, bon, ok. Donc, j'en avais fait des phrases, encore et encore et encore et encore. Et puis, un matin, pourtant, j'avais envoyé peut-être un mail avec plusieurs phrases. Je dis, bon, regarde ces phrases-là. Et puis, un matin, j'ai envoyé le mail. 1 ou 2 semaines après, ou je sais plus, quelques jours, un matin, je me réveille avec enfin, je me sens bien. Comme ça, mais comme ça, enfin, je me sens bien. Je sais pas ce qui m'était arrivé ce matin-là. Et là, je dis, ça va être le titre de mon livre. Direct, j'ai envoyé le mail à la maison d'édition. Je dis, j'ai un nouveau titre. On enlève toutes les phrases que je vous ai envoyées il y a quelques semaines. C'est ce titre-là que je veux. Et là, je reçois la réponse. C'est top. Ouais, il La a personne accroche... voilà. il a accrocheur et il est bon, le titre. Ouais. Et là, elle me dit, c'est impeccable. Il est très bien. On le prend. Ah, Julie qu'on salue. Ouais, ah oui, 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 Julie, elle est extraordinaire. Elle a un truc, un aura que je ne sais pas décrire. Ouais, ouais, ouais. C'est une grande dame. Ouais, c'est une grande dame. Et elle me dit, impeccable, on le prend. Il est très bien. Et c'est comme ça qu'on a validé le titre de Enfin, je me sens bien. En tout cas, le livre est là. Je vous incite à le lire, très important. Diane, ici on a une rubrique lecture justement. Est-ce que tu aurais 3 livres à conseiller, s'il te plaît? Peu importe les thématiques, lâche-toi. Alors, moi, oui, oui, tu sais que je lis beaucoup. Alors, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Dans le premier que je peux conseiller de façon assez légère, pour le développement personnel, je peux conseiller le livre de... Comment ça s'appelle? Les 5... Loi de... C'est ça? de Louise Bourbon. Le deuxième, c'est les 365 jours de Green. Ok. Voilà, Robert Greene. Robert Greene. Et puis, bon, je vais citer qu'un de ses livres parce que je lis beaucoup ses livres. Et puis, le troisième livre que je viens de finir pour la deuxième fois, c'est le livre de Rokhaya Diallo,
là où on ne m'attendait pas. Ça va prendre sa place. C'est un livre aussi assez intéressant. Voilà, c'est les 3 livres que je peux proposer à la communauté Ok. africaine. Écoute, la tradition ici, c'est que l'autre, il repart avec un livre. J'ai un livre pour toi. Ah, super. Alors, en espérant que tu ne l'aies pas déjà, est-ce que tu peux l'ouvrir Ah, je suis devant, contente. devant la caméra, s'il te plaît? Waouh, tu vois, j'ai un cadeau. J'ai Ouais. un cadeau, c'est écrit mon nom en plus, Diane, dessus. Mais attends, les cœurs de femmes. Non, je ne l'ai pas encore, tu vois. Je Ok. ne l'ai pas encore. Tu le Donc, connais? je connais l'écrivain, Ok. l'auteur. Tu peux lire la 4e de couve, s'il te plaît? Voilà. Alors, Martin Wixler, Le cœur des femmes. Je m'appelle Jean Atwood. Je suis interne des hôpitaux et major de ma promo. Je me destine à la chirurgie gynécologique. Je vise un poste de chef de service dans le meilleur service de France. Mais on m'oblige au préalable à passer 6 mois dans une minuscule unité de médecine de la femme, dirigée par un barbu mal dégrossi qui n'est même pas gynécologue, mais généraliste. S'il s'imagine que je vais passer 6 mois à son service, il se trompe lourdement. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'il va m'enseigner mon métier? J'ai reçu une formation hors pair. Je sais tout ce que je dois savoir en gynécologue. Un gynécologue chirurgien pour opérer, réparer et reconstruire le corps féminin. Alors je ne veux pas perdre mon temps à écouter des bonnes femmes épancher leur cœur et raconter leur vie. Je ne vois vraiment pas ce qu'elles pourraient m'apprendre. Alors là, ça va être inspirant ce livre. Ça va être Ouais, inspirant. quand je l'ai vu, j'ai pensé à toi tout de Ah suite. oui, ça va être Direct. inspirant. Chirurgien gynécologue. Enfin, je vais voir pourquoi il dit ça, parce que s'il veut être chirurgien gynécologue, c'est pas mal quand même d'écouter les femmes. Je comprends pas. Moi, c'est intéressant. Merci beaucoup, Je t'en Audrey. prie, j'ai pensé à toi direct quand je l'ai lu. J'ai dit, ah, ça, c'est parfait. Très bien. Non, je t'en prie. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd, quelqu'un de souriant, de drôle. Je te pose la question, comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi? Je veux qu'on se souvienne d'une femme, d'une femme inspirante. Je veux qu'on se souvienne de moi, d'une femme rayonnante. Je veux qu'on se souvienne de moi, d'une femme admirable, courageuse. Je veux qu'on se souvienne de moi, d'une maman qui bâtit pour Mhm. ses enfants. Je veux qu'on se souvienne de moi pour une médecin, parce que c'est ma passion, la médecine. Je veux qu'on se souvienne de moi d'une bonne médecin. Je veux que mes patients témoignent pour moi. Je veux que les familles, les proches de mes patients se souviennent de moi, en bien. Voilà. Je veux marquer mon passage sur Terre, positivement. Ah, c'est beau. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que je sorte un 2e livre. Il portera sur quoi celui-là? Sur le courage des personnes qui ont eu des parcours instables. Ok. Bah Voilà. écoute, si ça sort, t'es la bienvenue, hein. Bien sûr, il sortira bientôt, peut-être en 2025. Ok. T'es déjà dessus? De la rédaction? Oui. Ok. Donc tu t'arrêtes plus là, ça y est. Je suis lancée, tu sais, quand moi je me lance, je m'arrête pas. Écoute, Diane, ça a été un plaisir de causer avec toi. Merci pour tes mots, ton abnégation, ta lumière. Et encore félicitations pour n'avoir rien lâché et d'avoir réussi l'objectif que tu t'étais fixé. Mm. Donc, voilà ce que moi, j'ai à te dire personnellement. Ben, merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité à cause de mon hôte. J'avais hâte de partager ce temps, ce moment précieux avec toi. Mhm.
et de m'offrir l'opportunité d'ouvrir la parole sur mon livre, sur mon parcours. Et puis, voilà, merci.